beaucoup de votre invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Si vous le permettez, je souhaiterais vous lire un tout petit passage qui me servira à introduire mon propos. Je situe brièvement le contexte dans lequel le passage s'insère à l'intérieur du livre. Nous avons affaire à Alix, qui est une jeune femme qui est à terre, parce qu'aujourd'hui, justement, nous vivons dans une société qui est caractérisée par une extrême division du travail, et donc pour définir un être, la première chose que l'on fait, c'est de définir la place qu'il occupe à l'intérieur de cette division nationale et internationale du travail. Donc elle est à terre, ce qui veut dire attachée temporaire d'enseignement et de recherche. Vous savez que notre époque adore les acronymes, en particulier l'éducation nationale. Elle est attachée temporaire d'enseignement et de recherche en histoire à l'université de Valenciennes, et elle travaille à une thèse sur les ducs d'Orléans au XVe siècle. Elle habite Paris avec un jeune homme qui est ingénieur et qui travaille dans une tour à la Défense. Et dans les quelques lignes que je voudrais vous lire, Alix est allée rejoindre son compagnon à son bureau pour qu'ils puissent aller déjeuner ensemble. Mais lui a encore un courrier électronique urgent à expédier. Aujourd'hui, nous avons toujours un courrier électronique urgent à expédier. Et il lui demande de l'attendre quelques minutes. Donc je lis, c'est Alix qui parle. Il m'indique l'espace café de son étage. Bon, nous sommes au 22e étage. Un local minuscule en trapèze que les distributeurs de boissons et 2 tablettes en mélaminé blanc, pied inox, suffisent à remplir. Rien pour s'asseoir, sans doute pour que les pauses ne s'éternisent pas. Adossé au mur, je contemple le panorama. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un point de vue aussi impressionnant. J'essaye de me repérer, d'identifier quelques endroits. Assez vite, une sorte d'engourdissement m'envahit. Je ne sais pas pourquoi, passé le choc initial, je ne parviens pas à m'intéresser. Le monde ne doit pas être fait pour être vu de si haut. Beaucoup trop de constructions, à perte de vue, comme si la terre avait une maladie de peau, une banlieue qui n'en finit pas, des endroits où on ne va jamais, au-dessus, le ciel comme une décharge à nuages. Sur la dalle, un fourmillement d'hommes qu'on peut croire heureux parce qu'on les voit de très loin. Au ras du sol, non. Leur visage, leur démarche n'expriment pas la plénitude de l'être humain. Ils ne font pas seigneur de la création. Voilà, je m'arrête là pour insister sur 2 choses. D'une part, l'habitat humain qui prend l'allure d'une maladie de peau de la Terre, alors que chez Virgile, le genre humain était au contraire l'ornement de la Terre. Et puis d'autre part, des humains qui font assez piètre figure. Alors vous allez me dire que c'est seulement la manière de voir de la dénommée Alix, qui doit souffrir d'une humeur un peu dépressive. C'est possible, mais dans ce cas, il faut tenir compte d'une certaine lucidité dont peuvent faire preuve spécialement les dépressifs, et qui leur permet de dire ce que les autres préfèrent oublier pour garder le moral. Vous me direz aussi peut-être que les constats d'Alix sont extrêmement banals, et qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder. Dans une perspective historique, il mérite pourtant, je crois, un tout petit peu de réflexion. Alix, je vous l'ai dit, travaille assez mollement, il faut le dire, à une thèse sur les ducs d'Orléans au XVe siècle. Le XVe siècle, c'est-à-dire la toute fin du Moyen-Âge, le dernier siècle qu'on classe en général dans le Moyen-Âge. Ce que les historiens contemporains appellent les temps modernes ne va pas tarder à commencer. Ils sont déjà, si l'on peut dire, dans les starting blocks. Alors au départ, avec les temps modernes, les changements se sont donnés non pas comme une rupture avec le passé, mais comme une rupture avec un passé proche pour renouer avec un passé plus lointain. C'est ce qu'on qualifiera au XIXe siècle, en particulier de Renaissance. Mais assez vite, il ne s'est plus agi de cela, il n'a plus été question de retrouver l'énergie et la sagesse de l'Antiquité enfuie sous la cendre des temps, mais de s'émanciper du passé en général. Et l'évolution du sens des mots réforme et révolution est à cet égard très significative. Une réforme, cela consiste à restaurer une forme initiale qui s'est dégradée au fil du temps. Une révolution, cela consiste à revenir à un point de départ.
comme les astres accomplissent leur révolution dans le ciel. Au bout d'un an, la Terre est revenue au même endroit par rapport au Soleil. Mais au mépris de l'étymologie, réforme et révolution se sont mis à signifier au contraire une rupture toujours plus complète avec le passé. Alors pourquoi cette volonté de rupture complète ? Qui est quelque chose précisément qui est une caractéristique essentielle de ce qu'on appelle la modernité. La grande devise des anciens Grecs, qui était inscrite au fronton du temple d'Apollon à Delphes, était Gnotisoiton, qu'on traduit par « connais-toi toi-même », nosce te ipsum en latin. Cela ne signifiait absolument pas « livre-toi à l'introspection, va faire une psychanalyse », mais « connais tes limites, occupe la place qui te revient dans le cosmos, et en particulier, souviens-toi que tu n'es pas un dieu, mais un mortel ». En résumé, le gnotisoiton grec, ça voulait dire « ne te monte pas la tête ». Vous imaginez aujourd'hui des édifices publics qui afficheraient en grosses lettres sur leur façade « ne te monte pas la tête ». C'était ça chez les Grecs. Alors je ne veux surtout pas faire des anciens Grecs des prodiges de mesure. La démesure, ce que les Grecs appelaient l'hubris, il n'y était que trop enclin. Et il craignait la némésis qui venait précisément châtier ces débordements d'hubris. Mais précisément parce qu'ils étaient enclins à l'hubris, ils savaient aussi se rappeler les principes de la sagesse propres à leur faire garder la mesure. Ils savaient que la vie des humains est toujours précaire et que leurs sociétés sont toujours extrêmement fragiles. Et voilà pourquoi, malgré leur esprit inventif et fougueux, ils avaient du respect pour la tradition. Le monde traditionnel n'était pas exempt de maux, loin s'en faut, mais ce monde traditionnel, les Grecs et tous les anciens avec eux, ne le comparaient pas à un monde idéal, auprès duquel nécessairement il aurait fait triste figure, mais au chaos qui était l'état initial de la Terre selon leur mythe. Par rapport au chaos, le monde traditionnel avait d'immenses qualités. Bien sûr, il y avait parmi les hommes de la souffrance, mais les Grecs se répétaient toujours la grande parole d'Apollon dans l'Iliade, je cite, « Les parques ont fait aux hommes un cœur apte à souffrir ». On pourrait ajouter, mais cela allait de soi pour les Grecs, les parques ont fait aux hommes un cœur apte à se réjouir. Et les deux allaient absolument de pair. Bon, je suis obligé d'aller très vite, mais disons que pour les chrétiens du Moyen-Âge, le point de référence n'était pas le chaos initial comme chez les Grecs, mais le péché originel qui avait définitivement exilé les hommes de l'Éden. Pour évaluer leur situation, les hommes du Moyen-Âge ne devaient donc pas comparer leurs conditions à la condition édénique, mais au chaos d'après la chute, quand le péché régnait sans partage. Baudelaire, au XIXe siècle, a rappelé à son siècle tellement épris de progrès, ce qui était, selon lui, la théorie de la vraie civilisation, à savoir, non pas l'électricité, mais la diminution des traces du péché originel. Et je souligne bien la diminution des traces du péché originel, et non pas son effacement. Baudelaire rappelait cela dans un siècle résolument moderne, qui était d'un tout autre avis. Ce siècle que, à notre manière, nous prolongeons, et là je peux renvoyer à cet excellent ouvrage de Philippe Muret, le 19e siècle à travers les âges, qui montre à quel point notre situation, tout ce que nous vivons aujourd'hui, est en vérité un développement de ce qui s'est véritablement noué au XIXe siècle. La modernité dans son ensemble naturellement, parce qu'en détail les choses sont toujours plus diverses et plus compliquées qu'on ne le dit, mais disons que la modernité dans son courant central a pris de haut les mythes et les religions, elle les a considérés comme des récits fictifs que les hommes se racontaient pour s'expliquer des phénomènes qu'ils n'avaient pas encore les moyens de comprendre. Il se trouve qu'en dédaignant les mythes et les religions, la modernité en a aussi rejeté un enseignement central, à savoir qu'une certaine souffrance est inhérente à la vie humaine et qu'il y a sur cette terre un mal qu'il est impossible d'éliminer. Si je peux me permettre une comparaison, si on prend un énoncé mathématique et une démonstration qui en est proposée. Si la démonstration s'avère fausse,
cela implique-t-il que l'énoncé est faux? Absolument pas. Déduire du fait que la démonstration est caduque, en déduire que le résultat que cette démonstration essayait d'établir est faux, est une grossière erreur de raisonnement. Si je prends par exemple l'exemple du dit théorème de Fermat, Fermat avait énoncé une proposition mathématique au XVIIIe siècle. Il y a eu des centaines de démonstrations, voire des milliers qui ont été proposées pendant 2 siècles, qui se sont toutes avérées fausses. Et puis, ce n'est qu'il y a quelques années seulement que Andrew Wise, le mathématicien anglais, a pu donner une démonstration correcte du résultat. Mais vous voyez, les mathématiciens n'ont pas commis l'erreur de se dire, parce que toutes les démonstrations qu'on avait données du théorème de Fermat étaient fausses, donc ce que a dit Fermat est faux. Ils se trouvaient que c'était juste, mais que la démonstration était fausse. Bon. En fait, les modernes, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit que quand les récits et les institutions qui disaient aux hommes qu'il y a en cette vie du mal et de la souffrance pouvaient être critiqués et éventuellement disqualifiés, eh bien, ils ont fait comme si du même coup le mal et la souffrance pouvaient être éliminés. Comme si le mal et la souffrance n'étaient pas ce dont, à leur manière, mythes et religions et traditions essayaient de rendre compte et de canaliser, mais au contraire, comme ce dont mythes, religions et traditions étaient responsables. Par exemple, le dogme du péché originel n'a pas été pour les modernes, n'a pas été compris par les modernes comme une manière de rendre compte de la présence du mal et de la souffrance. Il a été compris comme un instrument de propagation et de pérennisation du mal et de la souffrance, en détournant les hommes de prendre les mesures qui auraient permis de se débarrasser de tous les maux. La modernité, c'est un changement radical du mode d'évaluation de notre condition. L'Éden n'est pas perdu, il est à portée de main, et les effets de ce changement de perspective vont être colossaux. C'est ce changement de perspective qui va lancer d'une part dans les gigantesques entreprises de refondation sociale, d'autre part dans la non moins gigantesque entreprise d'aménagement et de transformation du monde par la technique. Alors, au bout de quelques siècles, on peut essayer de tirer un bilan. D'un point de vue technique, les progrès ont été absolument stupéfiants. Pour ce qui est de leurs effets, il est permis d'être plus réservé. Il s'avère aujourd'hui que beaucoup des objets qui nous environnent ne sont pas des objets dont nous disposons, mais plutôt des objets qui disposent de nous pour se propager. La vie appareillée que nous connaissons n'est pas nécessairement une vie plus accomplie ou plus épanouie. Par ailleurs, beaucoup de ce dont nous bénéficions a été acquis à crédit, car à bien des égards, la modernité technique a converti le capital terrestre en richesse à dépenser. Nous avons l'impression d'être très riches, mais c'est seulement parce que nous avons vidé le compte en banque et nous serons bientôt à sec. La sortie de l'illusion risque de s'avérer particulièrement douloureuse. D'autre part, sur le plan humain, les résultats de cet activisme transformateur, dans tous les domaines, politiques comme techniques, sont loin d'être mirifiques. Je cite ici Michel Houellebecq dans Extension du domaine de la lutte, qui me semble avoir très bien résumé en une phrase ou en deux notre situation. Il dit « Aucune civilisation, aucune époque n'ont été capables de développer chez leurs sujets une telle quantité d'amertume. De ce point de vue-là, nous vivons des moments sans précédent. S'il fallait résumer l'état mental contemporain par un mot, c'est sans aucun doute celui que je choisirais, l'amertume. » Fin de citation. Alors les raisons de cet état de fait sont trop nombreuses pour que je puisse les énumérer, mais il y en a une sur laquelle je voudrais insister. C'est que l'être humain évalue sa situation non dans l'absolu, mais par rapport à ce qu'il estime être normal. Du temps où les hommes se disaient qu'il est normal de souffrir sur cette terre d'un certain nombre de maux, sans doute n'était-ce pas un grand encouragement pour eux à prendre les mesures propres à diminuer l'incidence et l'acuité des maux. Mais maintenant que les hommes se disent que l'état normal est un bonheur absolu et permanent, ils vivent comme un scandale non moins permanent de ne pas connaître un tel bonheur. Et je n'exagère absolument pas. Voici par exemple comment le préambule de la Constitution de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, adoptée en 1946, définit la santé. Je cite.
La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Je répète, parce qu'il faut quand même le faire, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc, sauf à être au paradis, on n'est pas en bonne santé. C'est l'OMS, hein. Et puis évidemment, comme toujours comme dans le monde contemporain, cette perspective délirante est suivie d'un droit au délire. La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. Donc en fait, tous les êtres humains ont un droit à un état de complet bien-être physique, mental et social. Voilà, c'est ce qui ressort des définitions de l'OMS. Donc on voit qu'ainsi conçu, la santé n'est pas un état, mais un idéal édénique, et un idéal dont chacun peut réclamer la réalisation comme un droit. Les besoins, évidemment, sont donc infinis et, par définition, jamais satisfaits. En bref, ça ne va jamais. Et donc, on comprend très bien comment, à la fois, la modernité ne cesse de transformer le monde et, en même temps, ne cesse de se plaindre de l'état du monde. Nous sommes vraiment dans une situation extrêmement bizarre. Ernst Jünger a écrit, c'est d'être dans Jeux africains, « Nous naissons un peu trop pleins de force et guérissons les fièvres qui nous travaillent par des breuvages d'espèces amères. » En gros, l'enfant, quand il vient au monde, bon, il a tendance à s'y croire un peu. Hein, c'était pour ça qu'il fallait, chez les Grecs, lui rappeler « Ne te monte pas la tête ». Et puis, il y a le principe de réalité qui s'impose, et puis qui, au gré d'une assez dure expérience vitale, lui apprend à en rabattre un petit peu sur ses prétentions, ce qui n'est absolument pas lui barrer l'accès au bonheur, mais au contraire lui permettre d'accéder au bonheur qui est réservé à l'être humain. Un des rôles de la culture, c'est de nous aider à avaler les breuvages amers dont parle Ernst Jünger. Mais aujourd'hui, tout le discours social est là, au contraire, pour seriner qu'une vie humaine pourrait se dérouler sans jamais connaître l'amertume. Ce qui fait que quand l'amertume est là, elle est encore plus amère. Je vais prendre, pour appuyer mon propos, le discours de quelqu'un comme Michel Serres, qui est une sorte de penseur officiel des temps, depuis l'Académie française jusqu'à France Info. Alors, l'adolescent d'aujourd'hui, Michel Serres l'appelle Petite Poussette. Alors, pourquoi cette appellation ? Pousset, c'est en référence à la merveilleuse faculté du néo-humain à taper avec ses pouces des SMS sur le clavier de son smartphone. Et Poussette, parce que les prévisions des 3 Suisses se sont révélées exactes, qui, à l'orée du 3e millénaire, annonçaient que demain serait féminin. Je ne sais pas si vous vous souvenez des publicités, il y avait une photo c'était un cactus, une caresse. Voilà. Donc, de fait, Michel Serres assure que l'avenir sera sans piquant. Je cite, « Petite Poussette n'aura pas faim, pas soif, pas froid, sans doute jamais mal, ni même peur de la guerre sous nos latitudes. Et elle vivra 100 ans. » Fin de citation. Donc vous voyez là le mal vraiment... alors on meurt encore, mais enfin seulement à 100 ans. Et puis en attendant, on n'a jamais mal, jamais soif, jamais froid, jamais peur. Bon. Je cite toujours, Petite Poussette est jolie, donc la laideur aussi est éliminée. Bon. Petite Poussette est jolie, elle peut se mettre toute nue. Ah oui, parce qu'il faut savoir que d'après Michel Serres, si auparavant les gens avaient de la pudeur et ne se mettaient pas nus en public, c'est parce que en fait ils étaient très moches. Mais alors comme maintenant, avec tous les médicaments, la bonne nourriture, les 5 fruits et légumes par jour, etc. Maintenant, on est très beau, donc on peut se mettre tout nu. Donc, Petite Poussette est jolie, elle peut se mettre toute nue, et son copain aussi. Hein, bon, voilà. Donc, vraiment, on voit que c'est l'Éden retrouvé. Alors, il y a bien ici et là quelques menus problèmes à résoudre, mais l'ingéniosité humaine y pourvoira, et les nouvelles technologies vont nous tirer d'affaire. Freud reprochait à l'éducation de son temps de dissimuler aux adolescents les agressions dont ils étaient destinés à devenir l'objet. Je cite Freud, « En lâchant la jeunesse dans la vie avec une orientation psychologique aussi inexacte, l'éducation ne se comporte pas autrement que si l'on équipait des gens partant pour une expédition polaire avec des vêtements d'été et des cartes des lacs Lombards. » Fin de citation. Bon, avec Michel Serres et son optimisme scélérat,
petite poussette part pour l'épaule en maillot de bain et munie du plan d'un Center Park. Bon, on peut rire de ce que dit Michel Serres, mais en même temps, c'est quand même le discours auquel sont exposés tous les jeunes aujourd'hui et qui va leur rendre en réalité la vie extrêmement difficile. Je note au passage que la phrase de Freud que j'ai citée figure dans un ouvrage intitulé « Le malaise dans la culture », et ce n'est pas pour rien que la psychanalyse se trouve aussi attaquée aujourd'hui. Elle dit en effet que les progrès de la civilisation n'effacent pas le malaise, et encore pire, que certains des progrès de la civilisation augmentent le malaise. Donc il faut liquider la psychanalyse, ce à quoi s'emploient très activement un certain nombre de philosophes médiatiques. Bon, mais je reviens à mon propos. Je disais qu'un des rôles de la culture est de dire « connais-toi toi-même », au sens grec, c'est-à-dire, sache que tu n'es pas un dieu, sache que tu es un humain, et qu'à ce titre, tu as des limites, et que tu connaîtras le malheur. Et également le bonheur, dans la mesure précisément où tu auras su reconnaître tes limites. Il n'y a aucun masochisme dans cette reconnaissance des limites, puisque au contraire, c'est cette juste évaluation de la condition humaine qui lui permet de goûter pleinement le bonheur et la joie qui lui sont accessibles. Mais aujourd'hui, ce qu'on persiste à appeler la culture, ce qui est de plus en plus une anticulture qui dit aux jeunes « éclate-toi ». Et si tu n'y parviens pas, c'est que quelque chose ne va pas. Soit tu as des problèmes personnels, et un thérapeute cognitivo-comportemental pourra y remédier, soit tu es victime d'un ordre social inique qui te prive scandaleusement de ton droit au bonheur. Dans Clio, Peggy parle ainsi de l'homme de 40 ans. Je cite, « L'homme de 40 ans sait le grand secret de toute créature, le secret le plus universellement connu et qui pourtant n'a jamais filtré, le secret d'État entre tous, le secret le plus universellement confié de proche en proche, de l'un à l'autre, à demi-voix basse au long des confidences, au secret des confessions, au hasard des routes, et pourtant le secret le plus hermétiquement secret, le vase de secret le plus hermétiquement clos, le secret qu'on n'a jamais écrit, le secret le plus universellement divulgué et qui des hommes de 40 ans n'est jamais passé par-dessus les 37 ans, par-dessus les 35, par-dessus les 33, n'est jamais descendu aux hommes d'en dessous. Il sait, et il sait qu'il sait. Il sait que l'on n'est pas heureux. Il sait que depuis qu'il y a l'homme, nul homme n'a jamais été heureux. » Fin de citation. Bon, en fait, je pense que Peggy se trompe, si je puis me permettre, un tout petit peu, en parlant d'un secret qu'on n'aurait jamais écrit et que depuis que l'homme est homme, on ne pénétrerait que passé 40 ans. Il me semble que les cultures humaines traditionnelles, au contraire, n'ont cessé de répéter cela aux oreilles des jeunes. Les jeunes, souvent, ne voulaient pas entendre, avant de se rendre compte, au fil de leur expérience vitale, qu'il y avait du vrai dans ce qu'on leur avait dit. À l'époque de Peggy, la situation avait changé. La chose n'était plus dite. Elle était devenue un secret. Et ce n'est que vers 40 ans que les hommes pouvaient se réapproprier la vieille vérité interdite désormais d'espace public. Mais aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, c'est la mode parmi les personnes de 80 ans de dire non pas « I'm 80 years old », mais « I'm 80 years young ». Voilà. Et on va jusqu'à 80 ans, si vous voulez, le refus de la maturité. Donc en fait, si vous voulez, il y avait une époque où la chose était dite, l'époque de Peggy où la chose n'était plus dite, mais où à 40 ans, les hommes finissaient quand même pour avoir assimilé les choses, et puis l'époque où l'on est aujourd'hui, où à 2 fois 40 ans, à 80 ans, on dit qu'on est encore extrêmement jeune et qu'on se glorifie de sa propre immaturité. La société actuelle est ainsi organisée qu'elle ne se donne pas pour but de faire mûrir les jeunes, mais au contraire de stopper leur maturation par tous les moyens possibles. Auparavant, les jeunes résistaient à une culture qui voulait les faire grandir et leur imposer le principe de réalité. Aujourd'hui, le front est complètement renversé. C'est l'immaturité qui est donnée en modèle, et le jeune, quand il parvient à grandir, à mûrir, ne le fait pas avec l'aide de la société, mais contre elle.
Et comme on ne s'en sort jamais par ses seuls moyens, il le fait en récupérant, s'il a de la chance, les quelques lambeaux de passé, de tradition, de paroles d'autorité, édifiantes au sens propre du mot, qui ont échappé au massacre. Voilà, alors, cela ne résulte absolument pas d'un plan concerté de ma part, mais je me suis rendu compte dernièrement que tout ce que j'ai pu essayer d'écrire depuis une dizaine d'années revient à essayer de me dire et de dire la vérité sur la condition humaine dans un monde qui s'organise pour le refouler. Je me suis intéressé, par exemple, dans Itinéraire de l'égarement, c'est sous-titré « Du rôle de la science dans l'absurdité contemporaine », je me suis efforcé de comprendre le rôle considérable joué par la science moderne, à partir de Galilée, dans ce processus de refoulement. Avec l'idée que, comme le dit Galilée, le livre de la nature est écrit en langue mathématique, et à partir du moment où il est écrit en langue mathématique et que l'on sait manipuler les symboles mathématiques, eh bien on va pouvoir entièrement réécrire ce monde à notre convenance, et à partir du moment où on peut le réécrire à notre convenance, on va pouvoir en éliminer tout ce qui nous est désagréable. Dans le livre auquel il a été fait référence, Une folle solitude, j'avoue que je suis absolument ulcéré par ce titre, qui m'a été imposé par l'éditeur. Moi, le titre que je voulais, c'était L'homme sans antécédent. On m'a dit « Oh, mais non, mais c'est pas vendeur et tout ça ». Et puis bon, moi j'étais, je le suis toujours d'ailleurs, un tout petit. Moi, je suis pas à l'Académie française et j'ai pas de chronique sur France Info. Et donc, j'ai dû m'écraser, sinon c'était ça ou rien. Donc, le livre s'est appelé Une folle solitude, avec quand même, j'ai pu mettre le sous-titre Le fantasme de l'homme autoconstruit. Pour moi, c'était l'homme sans antécédent. Et j'étais parti dans ce livre d'un constat extrêmement simple, qui est un fait auquel on n'a pas suffisamment prêté attention, me semble-t-il. Au cours des années 70, il y a eu brusquement un retournement de l'orientation des enfants dans les poussettes. C'est-à-dire que pendant un siècle qu'il a existé des poussettes, les poussettes ça apparaît à peu près à la fin du 19e, et en fait pendant un siècle, les enfants dans leurs poussettes ont fait face à l'adulte qui les promenait. Et donc en fait vous voyez que l'enfant, avant de se tourner par le monde, précisément il est tourné vers la génération qui le précède, pour apprendre de la génération qui le précède la bonne façon de regarder le monde. À partir des années 70, retournement, l'enfant est dirigé directement vers le monde, il n'a plus rien à apprendre de la génération précédente, c'est à lui directement, comme on dit, de se construire, et donc de se débrouiller avec le monde tel qu'il est. Avec l'idée sous-jacente, c'est que qu'est-ce que c'est que le passé? C'est un réservoir d'iniquité, et donc plus on rompt avec le passé, meilleur sera le monde. Et donc finalement on rend service à l'enfant en le libérant d'emblée de tout ce qui l'a précédé et qui, s'il en était influencé, n'aboutirait qu'à lui faire reproduire les maux du passé, et tout seul vis-à-vis du monde, il pourra construire une société idyllique et vivre une vie pleinement accomplie. Je me permets de signaler à cette occasion un roman qui est absolument extraordinaire au XXe siècle, qui s'appelle Sa Majesté des Mouches, enfin Lord of the Flies en version originale, de William Golding, et qui précisément accepte ce postulat qui est dit que plus les enfants seront libérés du poids du passé, mieux ça ira. Il imagine pendant la Seconde Guerre mondiale des Anglais qui avaient envoyé, des bourgeois anglais qui envoyaient leurs enfants en Australie pour les protéger des bombardements allemands. Il imagine qu'un avion s'écrase sur un atoll polynésien désert, les quelques adultes dans l'avion sont morts, et les enfants survivants vont vivre à leur guise sur l'île déserte. Alors c'est une île où il fait chaud, il y a de la nourriture, tout va bien, il n'y a aucun problème matériel. Et puis il reprend cette thèse que ces enfants libérés du poids des adultes, ils vont pouvoir reconstruire des sociétés idylliques qui ont été perverties par le mal qui leur a été instillé par des méchants au cours de l'histoire. Bon, et il se trouve que, de manière extrêmement réaliste, c'est un roman vraiment extrêmement frappant, malheureusement il est mal traduit en français, mais enfin bon, on comprend quand même ce qui se passe. Il montre à quel point cette société enfantine va dériver
vers quelque chose d'absolument monstrueux, à tel point que les enfants qui ne savent pas gérer leur environnement, justement, mettent le feu à leur île, et que, voyant le feu de loin, un bâtiment militaire va être alerté par l'incendie et venir sauver les enfants. Et vous avez ce paradoxe qui était que les parents avaient exilé leurs enfants d'Angleterre pour les faire échapper à la guerre, et qu'en fait c'est un bâtiment de guerre à la fin qui les sauve, parce que la guerre que se mènent les adultes en fait est idyllique par rapport à celle que se mène celle à laquelle se livrent les enfants. Et donc en fait ce que dit Golding aussi dans ce livre-là, c'est que le monde d'aujourd'hui ne souffre pas d'adultisme, il souffre d'infantilisme. Bon, et puis plus récemment, je me suis beaucoup intéressé, j'ai étudié de près Herman Melville, l'auteur de Moby Dick, de Bartleby et de Billy Budd, parce que, à mon sens, il est le grand auteur américain qui, en un pays et en un siècle ivre de progrès, comme l'était le 19e siècle, a compris que le progrès tel qu'on l'entendait, non seulement n'apportait aucune lumière sur les grandes questions humaines, mais même les obscurcissait davantage en les tenant pour subalternes ou en faisant comme si le progrès allait les résoudre. Et puis, encore plus récemment, j'ai vraiment ressenti le besoin de me confronter à ces questions de manière plus directe, sans le secours de la réflexion philosophique, et de façon, dirais-je, plus affective et plus vitale. Et c'est pourquoi je me suis lancé dans l'écriture de l'aventure d'Alix, que j'ai évoquée brièvement au tout début. Alix est une jeune femme qui a grandi dans une famille bourgeoise, sans manquer de rien, comme on dit. Mais ce dont elle a manqué sans doute, c'est précisément de manquer, ou encore plus précisément de savoir donner une place au manque qui, de toute façon, est toujours là. Et maintenant que la société se refuse à informer les jeunes, et les vieux aussi du reste, sur la question, il n'y a plus que des trajectoires individuelles, la façon qu'a chacun de repousser jusqu'au bout le contact avec la vérité, ou, à l'occasion de certaines expériences, de se laisser atteindre par elle. Et le personnage d'Alix que je suis dans Après la chute, c'est précisément la trajectoire de quelqu'un qui va retrouver par ses propres moyens, et à travers un itinéraire qui est ce qu'il est, dicté aussi par les circonstances, d'une certaine manière des choses extrêmement banales, mais qui précisément ont été complètement refoulées par le monde dans lequel nous vivons, et qui prennent l'aspect aujourd'hui de la plus grande conquête qu'on puisse faire. Voilà, je vais écouter, je ne vais pas être trop long, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup.